Hey, salut tout le monde! Aujourd'hui, on va se retrouver pour une partie découverte d'Yggdrasil Chronicles. Alors, Yggdrasil Chronicles, qu'est-ce que c'est? C'est un petit jeu coopératif dans lequel nous allons empêcher tout simplement la destruction du monde viking, du monde nordique. Nous allons empêcher à Paris le Ragnarok. Et nous allons donc diriger les dieux des forces du bien pour empêcher les forces du mal de détruire Yggdrasil, le peuplier, le boulot magique sur lequel repose le monde. Alors, du coup, ça va être une vidéo un petit peu particulière dans le sens où déjà je vais essayer de masquer le fond avec ce que je peux. C'est pas facile, voilà. Parce qu'en fait, c'est un jeu qui a une énorme verticalité. Voilà, l'arbre, en fait, il se monte. Alors, il n'est pas facile à monter. Une fois que tu as chopé le coup de main, ça va. Mais tu as un arbre qui est ici, avec différents niveaux. Voilà, donc vous voyez ma cuisine derrière, là. Parce que sur le plan de travail de la cuisine, il fallait un endroit avec beaucoup d'espace pour que je puisse installer ça. C'est vrai que du coup, je n'ai pas de fond vert ou de truc pour cacher le fond. Donc voilà, pas bien grave. Donc Yggdrasil Chronicles, qu'est-ce que c'est? Donc nous allons tenter de sauver l'arbre magique qui est ici, avec ses différents niveaux, composés de 9 mondes. Alors, ces 9 mondes sont... Alors, je ne les connais pas par cœur parce qu'ils sont tous avec des noms nordiques. Nous avons donc, au premier niveau en bas, 3 mondes. Donc, je vais vous présenter. Nous avons Jotunheim, qui est le monde des Jotun. Les Jotun sont des espèces de petites créatures bleues. Alors, elles sont où, les Jotun? Jotunheim. Ce sont des cartes, les Jotun. Des créatures représentées par ces cartes-là, les Jotun, et représentées par ces petits meeples-là. Voilà, les Jotun, c'est ça. Ça sont les Jotun. Donc, en fait, que je vais faire la présentation des mondes, je vais faire la mise en place également. Donc, pour les Jotun, voilà. Jotunheim, qu'est-ce qui se passe ici? Ici, nous avons donc les Jotun qui sont là, donc avec différents noms. Alors, vous me pardonnerez les erreurs de prononciation, mais Utgard Loki, Beli, Sutung, Satkard. Alors, ils sont une petite quantité, et ils ont chacun différentes actions que nous verrons au fur et à mesure de la partie. C'est pas la peine de s'attarder dessus. Tous les Jotun, donc ces créatures bleues là, sont décrites dans le livre des règles avec leurs actions. Alors les actions sont de quand elles vont se déclencher, elles sont principalement de 2 types. Je ne veux pas dire de bêtises, mais je crois qu'elles sont de 2 types uniquement. Où sont mes Jotun? Non, de 3 types. Pardon. Quand on va tirer une carte de Jotun, par une action de jeu, j'expliquerai plus tard, hein, nous allons prendre un Jotun qui sont ici, sur cette piste-là derrière. Les Jotun, on les met en place comme ça. Non. Non. On les met... Les Jotun, mince, où est-ce qu'on les met ces camps de Jotun? Ah, ils sont là, les Jotun. Voilà, on les met là. Ça y est. On les met là. Les Jotun sont ici. Hop, voilà, sur cette petite échelle. Voilà. Et donc, quand on va nous dire d'appliquer un effet avec un Jotun, eh bien, on va retirer le prochain Jotun de la pile, qui est ici, tirer la carte et faire l'action indiquée par la carte. L'action indiquée par la carte va être donc de 3... il y a 3 sortes d'actions possibles pour les Jotun, si je les retrouve. Le livre de règles est assez mal foutu, parce que tu passes ton temps à fouiller dedans, dans les actions, sans bien qu'il y ait une petite récap à la fin, avec vraiment tous les symboles et tous les noms. Parce que ça y est pour les objets magiques, ça y est pour les cartes de créatures magiques, mais les Jotun sont considérés comme des ennemis, donc ils sont avec les ennemis. Alors bon, c'est quand même avec des cartes, c'est pas très bien foutu. Donc les Jotun ont 3 possibilités. Soit ils vont bloquer un monde. Par exemple, si je tire un Jotun avec ce symbole-là, ce monde-là va être bloqué. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que je ne pourrai plus faire l'action du monde. Tout simplement. Tant que le Jotun est là. Donc il faudra que je tape la tête au Jotun
pour pouvoir refaire l'action du monde. Ce monde là-haut, par exemple, ce monde là, bas ici, voilà. Chaque monde a une action possible. Ce monde-là, voilà. Deuxième utilisation des Yotoon en fonction des nombres de Yotoon qu'il va y avoir. On place un Yotoon sur l'épée des obstacles en Jotunheim. L'épée des obstacles, c'est ici. Hop là, pardon, vous ne voyez pas bien. C'est de cette épée-là. Et ça va nous bloquer également une utilisation de ressources. Par exemple, si je mets mon Yotoon, si on me demande de mettre le Yotoon sur la petite case blanche ici, je ne pourrai plus utiliser les petits meeples blancs, dont on verra plus tard. Ce sont les héros, on verra plus tard. Je ne pourrai plus utiliser les petits dés blancs. Je ne pourrai plus utiliser les dés gris. Je ne pourrai plus utiliser les elfes noirs. Je ne pourrai plus utiliser de cartes d'objets. Pareil, tant que le Yotoon sera sur la case en question, je ne pourrai pas donc faire l'action. Alors là, je préfère faire l'action de l'épée, mais là, je préfère l'action du monde. Si je suis comme ça, je ne peux pas faire ni l'action du monde, ni utiliser les ressources bonus ni utiliser les ressources que me procurent ces petits bonus-là. Pour taper un Yotoon, c'est simple, hein, les Yotoon ont une force de 2. Voilà. Donc, je viendrai après au combat, mais voilà, il faut garder en tête qu'un Yotoon a une force de 2, et donc du coup, il faut faire 2 blessures pour arriver à le retirer de là. Mais c'est pas tout, parce que le Yotoon en parallèle, vous avez vu qu'ici, on a retiré des Yotoon d'une échelle de Yotoon ici avec des numéros 1, 2, 3. Ah si, j'ai oublié de dire la dernière utilisation d'un Yotoon, pardon, c'est qu'il va servir de garde du corps à un dieu ennemi. Ça y est, j'ai oublié de dire ça, c'est quand même très important. Un Yotoon, donc sa troisième action possible, c'est de venir ici. Voilà, ça c'est elle, la déesse des enfers. Et bien une des actions possibles, c'est quand je tire un Yotoon qui me dit, ben voilà, accroche-toi à elle, hop, le Yotoon vient ici. Et il se met en garde du corps de elle. C'est-à-dire que pour taper elle, je suis obligé de taper le Yotoon avant. Donc je dois tuer le Yotoon avant de faire une action d'attaque sur elle. Et ça, c'est valable pour tous les dieux. Hein, les dieux, nous avons donc elle, nous avons, qui est ici. Nous avons Surt, qui est ici. Nous avons également Loki, nous avons Jormungand, Fenrir. Et c'est tout. Nous avons 5 dieux. Et je vous présenterai les meeples des autres dieux une fois qu'on fera la mise en place. Parce que là, je fais la mise en place et l'explication des règles pour chaque niveau. Je pense que c'est le plus facile. Sachant que ceux-là sont à ce niveau-là et à ce niveau-là. Mais également, on voit ici des petits chiffres avec un petit symbole. Ce symbole-là, c'est Loki. Loki qui n'est pas, du coup, à ce niveau-là, Loki qui apparaît normalement au niveau supérieur de l'arbre. Ça correspond au point de vie de Loki. Je vous ai dit que par défaut, un Yotoon a 2 points de vie. Là, dans la configuration actuelle, si je suis comme ça, avec 3 Yotoon sortis, par exemple, un sur elle, un ici, un là, peu importe le remplacement, Loki, il a 4 points de vie. Donc très très fort. Donc soit je tente d'attaquer Loki avec ses 4 points de vie et je ne suis pas sûr d'y arriver. Soit je vais d'abord taper sur les Yotoon pour les supprimer de leur emplacement respectif avec 2 points de vie et ainsi les remettre sur la échelle ici. Et ainsi diminuer de nouveau la vie de Loki. Loki n'a plus de points de vie. Si jamais je tue ce Yotoon là, Loki revient avec 1 point de vie. Etc. etc. Et c'est à peu près le même principe pour elle et pour Surt que je vais vous présenter juste après. On n'a pas fini de présenter ce monde-là. Pour la mise en place de ce monde-là, ce monde-là, on met ces 3 petits jetons qui sont ici d'activation. On les met sur le monde de Jotunheim. Voilà, parce que l'action de ce monde-là, ça va être de lancer ces petits jetons qui vont nous faire différents bonus que j'expliquerai au fur et à mesure de la partie. Pour l'instant, on va se concentrer sur la mise en place et après on verra les actions possibles dans chaque monde. D'accord ? Je fais la mise en place, je présente chaque monde et après on fera les actions possibles sur chaque monde. C'est plus simple. Qu'on comprenne un peu le système d'action. Parce que je parlais du système d'action quand j'aurais parlé d'abord des dieux et de ce qu'on peut faire en tant que joueur. Mais là, on fait la mise en place. Mise en place également du monde qui est ici. Le monde là, c'est le monde des morts, c'est Niflheim. Alors Niflheim, c'est assez facile, la mise en place, on prend elle et on la met. Voilà, la mise en place de ce monde-là est terminée.
Sur donc Nif, alors j'ai du mal, j'ai les règles côté de moi parce que c'est les noms, je les imprègne pas. Sur Niflheim, ici, on voit une échelle ici également, de 1 à 9. Ça va représenter la force de L. L, par des actions de jeu, on va être amené à mettre des jetons, des autres tokens ici. Donc que je vais vous présenter au-dessus, ce sont des tokens, des tokens noirs comme ceci. Voilà, qui sont normalement à l'étage du dessus, qui sont là. Et par des actions de jeu, si un totem, un meeple ici arrive là, ça va augmenter la vitalité de L. Par défaut, elle a une vitalité de 1. Donc, nombre de petits jetons dans cette échelle plus 1. Eh bien, si j'en mets un là, elle aura une vitalité de 2. Le dernier chiffre qui apparaît ici. Donc, c'est l'inverse de Loki. Loki, lui, plus tu enlèves de jetons, plus il est fort. Elle, c'est plus tu vas en rajouter, plus elle va être costaud. Voilà. C'est la seule mise en place que l'on fait pour elle. C'est assez facile, il n'y a pas de souci par rapport à ça. Dernier monde à la racine de l'arbre, nous avons Muspelheim, le monde de feu, avec le dieu du feu, Surt, qui est ici, et qui a également une échelle de force. L'échelle de force, elle, va être remplie par les petits géants de feu qui sont là. Ces géants de feu, ils sont à côté de Surt, ici. Et plus on va nous demander de mettre des jetons de feu sur l'échelle de feu de Surt, donc comme ceci, etc. Plus Surt va être costaud. Là, par défaut, Surt, il a effectivement un point de vie, qui est ici. Et plus on va mettre des jetons de feu ici, plus il va devenir costaud. Sa force est égale à nombre de géants de feu plus 1, ou plus simplement, on se réfère à la dernière valeur qui est ici. Voilà. Voilà pour la mise en place de la racine de l'arbre. On va dire racine, branche et cime. Tiens, du coup, j'ai cassé un bout de mon arbre. Hop, voilà. Alors le problème, c'est qu'effectivement, ça prend de la place. Ensuite, je ne sais pas comment je vais faire pour vous montrer cette partie-là sans galérer à toujours avoir... c'est la caméra en main, je n'ai pas le choix. Après là, vous voyez que l'avantage, c'est que cette partie-là, elle est mobile. Donc, je vais vous présenter la partie de l'arbre mobile qui est ici, en la faisant tourner. Parce que les actions de jeu m'indiquent qu'il faut que je fasse tourner l'arbre. Donc par défaut... Alors des fois, le problème, voilà, ça bloque. Par défaut, la configuration, c'est que ce monde-là est à l'aplomb de ce monde-là. Le monde ici de la forêt est à l'aplomb de celui-là. Celui-là est à l'aplomb de celui-là. Passons à la mise en place du niveau 2 de l'arbre. Donc le niveau 2 de l'arbre, nous avons Midgard. Midgard est ici. Midgard, c'est le monde des humains. Midgard... Midgard est composé de jetons héros. Les petits héros de Midgard qui sont ici, que l'on retrouve bizarrement, tiens, j'ai oublié un géant de feu, que l'on retrouve par exemple ici. Vous voyez que ça et là, c'est la même figurine. Donc ces héros, ils sont là. Les héros vont me permettre de me faciliter la tâche pendant les combats, ils vont venir m'aider pendant les combats. Là, ce sont les héros. À Midgard, qu'est-ce que nous avons? Nous avons également des anonymes. Alors, les anonymes sont une sorte d'âmes errantes dans Midgard qui sont ici. Et on retrouve ici les anonymes, les meeples, que l'on met dans la zone de force de L, qui est ici. Donc, plus on va me demander de prendre d'anonymes, plus les anonymes, je les prends et ils descendent aux enfers. Les héros, ils vont monter au Valhalla. Les anonymes, malheureusement, ils vont descendre aux enfers et ainsi augmenter la force de L. Donc ils sont nombre de 8 eux aussi. Alors du coup, quel est le dieu, ou quelle est la créature qui est présente en Midgard? Eh bien, c'est Jormungand. Jormungand,
une espèce de serpent. Alors non, c'est pas lui. Si, c'est lui, c'est Jormungand, ça, pardon. Une espèce de serpent. Et Jormungand, on nous dit de le mettre pour la mise en place sur l'île la plus à gauche, en Midgard. Celle avec l'arc-en-ciel, celle avec ici. Donc on a une île. Donc il y a 3 îles en Midgard. Une île, 2 îles, 3 îles. Et 4 îles, pardon. Il y a celle-là, celle-là, celle-là et celle-là. Et vous voyez quoi sur ces îles-là? On retrouve le petit symbole des anonymes. C'est-à-dire que par une action de jeu, quand Jormungand va avancer, on va faire descendre aux enfers le nombre d'anonymes correspondant au nombre de meeples sur l'île présente. Donc si Jormungand arrive ici, il mange un anonyme, l'anonyme il descend, et il augmente la force de L. S'il arrive là, eh bien, il augmente de 2, il fait descendre 2 meeples en bas. S'il arrive là, il en fait descendre 3 anonymes en bas. Donc s'il est là, ça veut dire quand même qu'il y a quasiment tous les anonymes qui sont en bas. Ça veut dire que L a une sacrée patate. C'est pas forcément bon signe. Voilà pour le monde de Midgard. Qu'avons-nous d'autre comme monde à l'étage de cet arbre? Donc je vais le faire pivoter un petit peu. Voilà. Nous avons ce monde qui est ici, qui s'appelle Svartalfheim. C'est le monde des créatures de la nuit. Alors, le monde des créatures de la nuit, la mise en place, quelle est-elle? Eh bien, nous avons ici un petit réceptacle pour mettre des cartes. Et nous allons récupérer toutes les cartes correspondant à ce monde. Les cartes, c'est celle-ci. Il y en a un certain nombre. Et ces cartes-là sont des créatures. Des créatures qui viendront nous aider dans notre combat contre les forces du mal. Elles feront différentes actions. Alors les actions, c'est uniquement à base d'iconographie. D'accord? Donc c'est tout de l'iconographie. Donc l'iconographie, il faut... alors pas la connaître, parce que par rapport à ça, il n'y a pas trop de problème. Ça peut paraître excessivement déroutant, surtout celle-là au départ. Gulltop, le cheval. Mais quand tu t'en réfères au livre de règles, j'ai oublié de mettre un héros et un anonyme là-bas. Quand tu t'en réfères au livre de règles, tu as un endroit complet qui parle de ça, de toutes les créatures. Parce que c'est impossible de connaître toutes les actions de chaque créature. Par exemple, le cheval. Alors, je vais vous montrer le livre de règles qui est ici. Donc, il y a 2 pages, pages 20 et 21 du livre de règles, qui parlent des créatures. Donc, typiquement, Gulltop. Le cheval, il est où? Gulltop. Gulltop est le 10e cheval des A16 que possède Heimdall. Heimdall, c'est un dieu nordique. Tous les dieux, y compris le dieu actif, peuvent se donner mutuellement des dévannes, des pions elfes, des cartes artefacts à leur convenance. C'est ce que veut dire ça. Ça, c'est tous les dieux. Donc quand un icône est comme ça, ça veut dire que c'est le dieu actif. Je crois que quand il est de profil, ça veut dire dieu actif. Après, ils auraient pu mettre effectivement un autre symbole. Mais bon. Dieu actif, les autres dieux, à l'infini, ils peuvent s'échanger à l'infini des elfes noirs, des dés de vanne et des cartes équipants. Alors là, les dés de vanne, les dés de vanne et les elfes noirs, on ne les a pas encore vus parce qu'ils vont apparaître ici. Et les cartes équipement, ben, c'est le 3e royaume de cet âge-là qui va apparaître là. Alors je ne le fais pas dans un ordre logique, hein, je le fais dans l'ordre dans lequel il se présente à moi. Donc voilà. Mais la mise en place est la suivante. Et après, je pense qu'on verra au fur et à mesure dans le jeu ce que font les cartes quand tu vas les tirer. Tu vois, par exemple, là, ça est le sanglier Saïrimnir. Il est là. Le dieu de votre choix peut récupérer un point de vie précédemment perdu. Voilà. C'est ce que ça veut dire. Le dieu de mon choix récupère plus un point de vie. Voilà, tout simplement. Donc ça, on les met là. Et c'est tout. La mise en place pour ce monde est terminée. Fastoche. Pas de dieu ennemi à vaincre ici. C'est assez facile. Nous tournons
d'un petit quart de tour. Et nous arrivons au monde. Alors, je reprends la règle parce que c'est pareil. Nous arrivons à Nidavellir, le monde des nains. Nidavellir qui est également un autre excellent jeu. Hein, je ne peux que vous le recommander. Alors, Nidavellir, qu'est-ce qu'il y a? Nidavellir, pareil, la mise en place est assez simple. C'est un distributeur de cartes artefacts, en fait. C'est là, les nains vont forger des armes. Donc, on voit leur forge qui est ici. De différents niveaux. Niveau 1, niveau 2, niveau 3. Les cartes artefacts, c'est ces cartes-là, avec l'enclume. Et elles sont toutes estampillées. Ici. Donc là, nous avons des cartes de niveau 1. Là, nous avons des cartes de niveau 2. Et là, nous avons les cartes, tout simplement, de niveau 3. Voilà. Donc ces cartes-là, tu les mélanges. Tu les retournes face visible. Okay. Et tu les tournes. De façon à ce que le nom soit toujours visible. Donc ça va là. Là, tu as une épée qui s'appelle Mimic. Qu'est-ce que ça fait? Mimic, tu t'en réfères au livre de règles. Après, tu peux te douter un petit peu que là, quand tu vas combattre le feu, tu vas avoir plus un succès. Donc je vérifie quand même ici. C'est une arme de niveau 2, donc je regarde dedans. Elle annule un risque quand vous combattez Surt. Ah, c'est uniquement quand on combat Surt. Voilà. Alors le risque, j'expliquerai la notion de risque tout à l'heure. Mais grosso modo, ça nous permet de faire un succès, quoi. Tu le mets là. Et là, nous avons les armes de niveau 1 qui sont ici, que tu mélanges et que tu mets là. Voilà, et c'est tout pour la mise en place du niveau 2 de l'arbre. Passons maintenant à la mise en place du niveau 3. Donc là, ça ne va pas être plus compliqué, hein, mais c'est là où vont dépendre un petit peu, où va dépendre le nombre de dés et le nombre d'elfes de la nuit que tu vas mettre. Les elfes de la nuit vont te permettre de modifier la valeur de tes dés, donc de transformer typiquement un échec en réussite. Et nous avons les dés de Van qui sont là, qui sont des dés que tu vas pouvoir lancer en plus de ton dé. Parce que chaque dieu a un dé personnel, un dé de dieu, que tu lances quand tu veux attaquer ou vaincre un dieu, ou attaquer ou un dieu ou un Jotun, qui sont en bas. Mais, comme j'ai dit tout à l'heure, par exemple, les Jotun ont 2 points de vie. Si tu commences avec un seul dé, eh ben, ça va être compliqué. Avec un seul, pour faire 2 points de dégâts sur un seul dé, tu ne peux pas. Tu peux pas. Donc, tu as plusieurs possibilités pour ça. Soit tu utilises un héros, ici, qui va te permettre d'annuler des risques et donc de faire des touches supplémentaires. Soit tu peux gagner des dés en plus. Voilà. Alors, ces dés-là, ils peuvent rester avec toi ou pas. Ça dépend du résultat que tu vas faire. J'expliquerai ça quand on servira des dés. Pour l'instant, on est sur la mise en place. Et nous avons également la possibilité, avec les elfes noirs qui sont ici, d'aller modifier la valeur d'un dé. Voilà. Donc, qu'un échec devienne une réussite, tout simplement. Alors, la mise en place est assez simple. Les différents mondes, donc de l'étage d'en haut, on a Asgard, le monde des dieux. Le monde des dieux, pas de mise en place du tout, on laisse vierge comme ça. Asgard, c'est là où vous montez les héros, ici, pour pouvoir aider nos dieux à nous. Alors c'est là que c'est pas facile, parce qu'il faut que je me mette comme ça. Nous avons ici le monde des elfes de la nuit. Ce monde s'appelle Alfheim, le monde des elfes. Et c'est là où nous allons mettre la réserve des elfes. Donc tous les elfes de la nuit vont se mettre ici. Alors tous, non. C'est ce qui donne une certaine quantité, mais ça va dépendre du nombre de joueurs à laquelle on va jouer. Par exemple, pour des parties de 1 joueur, on va mettre 6 elfes de la nuit ici. Pour des parties avec 2 joueurs, on va mettre 7. Pour des parties avec 3 joueurs, on va mettre 9. 4 joueurs, 11. 5 joueurs, 13. Voilà. Donc moi, je vais jouer, on va faire une partie à 3, parce que le mode solo de ce jeu-là, je ne suis pas forcément fan. Je préfère jouer 3 dieux, plutôt que jouer en solo ou en duo. Voilà, j'expliquerai la différence qu'il y a après pourquoi. Mais moi, personnellement, je trouve ça beaucoup plus fluide. Voilà, beaucoup plus fun et beaucoup plus fluide de jouer avec 3 dieux. Bref. Donc c'est pour ça que je mets donc du coup directement mon nombre d'elfes correspondant au nombre de joueurs que je vais jouer. Nous avons ici le monde des Van, de le Vanheim. Vanheim, c'est quoi? Vanheim, c'est la piste
qui vont contenir les fameux dés de vanne qui sont ici. Les dés de vanne sont là. Donc les dés de vanne, pareil, j'en mets 6 pour un joueur, 7 pour 2 joueurs et 9 pour 3 joueurs. Et comme je joue à 9, je vais donc mettre tous mes dés ici. Enfin, tous mes dés, 9 dés ici. 3, 6 et 9. Également, nous avons qui apparaît là? Nous avons Loki. Loki, dieu de la malice, qui est ici, qui se retrouve à ce niveau-là. Loki, je rappelle, ses points de vie sont déterminés par la piste qui est ici. Et nous avons au centre la geôle. La geôle qui est habitée par Fenrir. Fenrir, le dévoreur de monde, le dévoreur de Midgard. Non, d'Asgard, pardon, d'Asgard. Fenrir commence dans la geôle, lui. Le nombre de points de vie de Fenrir va dépendre. Donc, on a vu le nombre de points de vie d'un peu tout le monde. Si elle a un nombre de points de vie défini par la piste qui est ici, sur un nombre de points de vie défini par la piste qui est ici, Jormungand, par contre, il a un nombre de points de vie fixe. Jormungand, il a 3 points de vie. Voilà. Où qu'il soit sur l'île, il a 3 points de vie. Elle, Loki, c'est défini par les Jotun. Et Fenrir, il a la valeur définie ici. Je ne sais pas si on voit. Oui, attendez, je vais déplacer un peu mes trucs. Nombre de points de vie défini par la puissance qui est marquée ici. Et ça, c'est quoi? En fait, ce sont des geôles. Ce sont la geôle. Donc la geôle a des barreaux de prison pour empêcher Fenrir d'attaquer le monde. Et Fenrir, en fait, il est emprisonné. Donc on lui met des geôles comme ça. On lui met des barreaux tout autour de lui. Alors attendez. C'est vraiment pas facile. Je pense que c'est un jeu, soit tu joues sur une table basse, c'est peut-être ce que j'aurais dû faire, soit tu joues debout. En tout cas, sur mon plan de travail, c'est peut-être ça. Voilà. Donc par défaut, il a un point de vie. Mais si par une action de jeu, on est amené à lui retirer un élément de la geôle, et bien du coup, il n'a plus un point de vie, il a 2 points de vie, etc., etc. Et maintenant, on va voir, du coup, la mise en place est quasiment finie. L'arbre est installé, nous avons tout mis sur l'arbre. Ça, c'est bon. Donc, il reste des dés, il reste normalement des dés et des pions ici. 3, 3, 6, 3, 9. Ok, ça, c'est bon. Donc ça, je range ça là-dedans. Nous avons besoin de quoi d'autre pour jouer? Nous avons la roue. La roue d'activation des dieux, qui est ici. Nous retrouvons les différents dieux que nous avons vus. Fenrir, Jormungand, Loki, El, Surt, Nidhogg. Alors Nidhogg, on n'en a pas encore parlé. Nidhogg, où es-tu mon ami Nidhogg? Tu es là. Nidhogg, le voilà. Nidhogg, c'est le serpent qui va servir d'indicateur de l'état d'avancement de la partie. Parce qu'en fait, la partie, tu as un livre ici. Le livre, ce qu'on appelle le livre des sagas. Et ce livre des sagas a différentes pages, avec pour des parties de base, une partie de base facile, des parties de base difficiles. Donc ça t'indique, pour cette partie, les dieux n'ont aucun pouvoir divin, utilisez la face A de votre fiche de dieu. On met le serpent ici. Et dès qu'on va nous faire déplacer par une action de jeu le serpent, il va arriver là. Ici, ici. Et quand on arrive sur l'arbre, la partie est gagnée. Un mode difficile, tu vois déjà qu'il y a une étape de plus. Là, il part de là, il y a 1, 2, 3 étapes avant d'arriver à l'arbre et de gagner. Et là, il y en a 1, 2, 3, 4 avant d'arriver ici. Et en plus, là, en mode difficile, qu'est-ce qu'il fait? Il fait des actions. Quand il va arriver là, il va activer Loki, Jormungand, Loki, El, Loki et Surt. Et ici, on gagne la partie. Donc ça, ce sont les parties de base en mode, on va dire, mode normal. Et après, tu as une campagne complète en 6 sagas avec différentes choses. Alors, je ne vais pas vous la faire maintenant, la saga, mais tu as différentes actions ici où tu t'es amené à déplacer le serpent sur le truc et qui te font tourner les pages, qui te font gagner, qui te font perdre pour différentes actions, etc. etc. Voilà.
À chaque page de saga, tu as des actions spécifiques. On te fait rajouter des monstres. On te fait rajouter des loups blancs, des loups noirs, etc. etc. Voilà. Là, la saga, c'est vraiment un mode très sympathique parce que tu as un aspect montée en puissance de tes personnages. Parce que tes personnages, tu as une fiche de compétences que je vais vous montrer juste là. Hop. Et du coup, en mode saga, voilà, tu gagnes de l'expérience. Donc la saga que tu as faite, l'expérience que tu as pu gagner, et là, des petits bonus. Un dé, deux dés, un autre dé, des petits elfes noirs, etc. Ça, c'est les réussites. Parce que tu verras que sur un dé, je vais vous montrer un dé de Dieu, même un dé de Van. Il y a différentes faces, avec des barres, une barre, deux barres, trois barres, rien du tout. Une cible, comme ça. Ça, c'est une réussite. Ça, c'est une réussite. Quand tu fais ça, ben, tu fais rien. Sauf si, pour une raison ou pour une autre, tu as réussi à augmenter suffisamment d'XP pour dire que 3 barres comptent comme une réussite, etc., etc. Il en est de même pour les dés de Van, qui sont pareils. Les dés de Van ont juste un petit symbole en plus ici. C'est-à-dire que le dé de Van, quand tu l'auras lancé, bah celui-là, tu le défausses malheureusement quand tu tombes sur ce résultat-là. Là, ça compte comme un échec. Là, c'est une réussite. Là, c'est une réussite, mais tu défausses le dé, etc., etc., etc. Mais on en reviendra quand on parlera des dés. Donc, Nidok est ici. Tu le mets sur ton livre de saga. Donc, le livre saga, il est plutôt bien foutu. On va le mettre comme ça. Hop. On va partir en mode facile, parce que c'est vraiment une partie découverte de base que je mets là. Je mets la carte de Dieu ici. Ma roue des dieux ici. Et ben, qu'est-ce qu'on en fait de cette roue? C'est une bonne question. Il y a des emplacements ici. C'est pour mettre des cartes. Et ces cartes vont permettre d'activer les dieux ennemis. Prenons une déesse au hasard, ou un dieu au hasard. On va prendre Thor. Tiens, voilà. On va prendre le dieu Thor. Thor, comment est-ce qu'il est foutu? Thor, il a sa carte de dieu, qui est ici. Alors, je vais peut-être pousser un peu mon arbre pour qu'on voie tout ça. Comme ça. Alors, nombre de points de vie par défaut. À 3 joueurs, chaque dieu aura 7 points de vie. À un joueur, ton dieu a 9 points de vie. À 2 joueurs, 8 points de vie. À 3 joueurs, 7 points de vie, etc. etc. À 5 joueurs, les dieux ont 5 points de vie chacun. Donc du coup, tu fais ta mise en place de tes dieux. Tu prends ton dé, tu mets j'ai dit 7 points de vie. Vu que je vais jouer avec 3 dieux, je mets mes 7 points de vie ici. Voilà. Le reste, je le mettrai plus tard. Et nous avons tout ce qu'il faut pour jouer Thor. Son meeple. Donc les dieux commencent en Asgard. Les dieux commencent en Asgard. Tout à fait. On prend la fiche face A, parce qu'il y a une fiche qui est face A et face B. Alors, en fait, la différence, c'est ça. C'est qu'il a un pouvoir quand il démarre. Donc, le pouvoir, on y reviendra après, lorsqu'on présentera pas les dieux, mais lorsque je ferai une partie avec des pouvoirs, j'y reviendrai. Là, pour l'instant, on est vraiment en mode découverte. Donc, comme on dit, on va faire la partie facile à ce niveau-là. De ce côté-là, pardon. Donc, 7 points de vie, mon dé de dieu et mes cartes. Et c'est quoi ces cartes? Eh c'est simple, ces cartes, tu les retournes et regarde qu'est-ce qu'il y a. Tu as la représentation des dieux. Tu as Surt, tu as El, Loki, Fenrir, Jormungand, Nidhogg. Ces cartes-là, tu vois qu'elles passent exactement ici. Donc quand tu vas tirer ta carte Fenrir, bah, tu la mets au niveau de Fenrir. Ça n'active pas pour autant le dieu ennemi. Enfin, en tout cas, la créature qui est indiquée ici. Pour ça, il faut qu'il y ait une deuxième carte dessus. C'est pour ça que nous allons prendre un deuxième dieu. Nous allons prendre comme deuxième dieu... tiens, tu es juste devant moi. Je vais prendre Heimdall. Et voilà. Et puis, on va prendre comme deuxième dieu Odin. Voilà. Donc, au total, il y a 7 dieux.
Donc Thor, Heimdall, Odin, Tyr, Freyr, Freya, Frigg et je vais le tour. Et je vais faire la mise en place identique avec mes autres dieux. Donc je prends les cartes correspondantes aux dieux qui m'intéressent. Donc Heimdall et Odin. Alors pour une partie de base, le dieu n'a aucune importance parce que tu n'actives pas le pouvoir. Donc à partir du moment où tu n'as pas le pouvoir de tes dieux, ça n'a en soi aucun intérêt de prendre un dieu plutôt qu'un autre. Donc je vais les mettre sur le côté là, les dieux. Voilà. En même temps que je fais la présentation, je prépare mon setup pour ma partie, bien évidemment. Donc Heimdall, il a un dieu ici. Heimdall, il va avoir 7 points de vie. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ok, je lui prends ses cartes et sa petite figurine. Voici les cartes de Heimdall que je positionne ici. Son standis que je mets en Asgard. Et je fais la même chose avec notre ami Odin, le père de toutes choses. Je lui donne un dieu, un dé de dieu, ses cartes de dieu, que je mélange et que je mets ici. Et je lui donne 7 points de vie également. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Voilà. Maintenant, on est quasiment prêt. Odin, je le mets là aussi. Maintenant, on est quasiment prêt à commencer la partie. Mais ça ici. On a vu qu'il y avait des mondes, on a vu qu'il y avait des dieux ennemis et des dieux alliés. Des dieux, les forces du bien et les forces du mal. Les forces du mal vont tenter de détruire et de ravager Yggdrasil, tandis que nous avons tenté justement de faire en sorte que ça n'arrive pas et de contenir les forces du mal jusqu'à ce que Nidhogg arrive sur ce marqueur-là, indiquant ainsi la fin de la partie et la victoire dans notre cas. La défaite arrive lorsqu'un de nos dieux meurt. Si un de nos dieux meurt, pas un seul, qui perd 7 points de vie, la partie est terminée. La partie également est terminée lorsqu'un ennemi s'active et qu'il est impossible d'en appliquer son effet. Je prends l'exemple, par exemple, de notre ami Jormungand, qui est ici, le serpent. Quand on l'active, Jormungand, on le fait se déplacer d'une île. Et bien, si Jormungand il est déjà ici et qu'il s'active, eh ben, il ne peut pas se déplacer une île de plus. Ben, du coup, c'est la fin de la partie. Le Yggdrasil est ravagé, complètement détruit. Et ça, c'est valable pour chacun des dieux qui sont ici. Jormungand, quand il va s'activer, on va nous dire quoi? Donc ça, alors après, soit tu t'en réfères au symbole ici, bien sûr, soit tu t'en réfères à la liste des règles du jeu qui te décrit un peu tout ce qui se passe. Jormungand, quand il s'active, qu'est-ce qu'il fait? La flèche indique qu'on le déplace. Donc on le déplace sur l'île à droite, sur Midgard. Donc il se déplace d'un cran, Jormungand, quand il va s'activer. On va également ajouter sur l'échelle de force de L, donc en Niflheim, donc ici, autant de pions anonymes pris dans la réserve. Oups, je ne vois plus là. Ici. Autant de pions anonymes, donc ces pions-là, que le chiffre indiqué sur l'île où vient d'arriver Jormungand. Donc 1, 2 ou 3. S'il n'y a plus assez de pions anonymes dans la réserve, la partie est immédiatement perdue.
Si j'arrive là et qu'on me dit qu'il faut que j'en mette 3, mais que je ne peux pas parce qu'il n'y en a que 2, la partie est perdue. Donc, il ne faut pas hésiter de temps en temps à aller dans les mondes du bas pour renvoyer les anonymes en Midgard. On verra ça avec les actions des différents mondes au fur et à mesure. Là, pour l'instant, on a fait la mise en place. On va passer, je parle de la notion de... Enfin, ce que fait un dieu quand il s'active. Et après, on verra comment l'activer. Loki. Ben, Loki, c'est le même principe. Loki, qu'est-ce qu'il nous fait? Loki, cette flèche-là, il va se déplacer sur le monde où se trouve la silhouette de notre dieu. Ok. Donc tu prends le meeple de Loki et tu le fais se déplacer là où est le dieu qui a déclenché l'activation de Loki. Donc Loki, tu le prends et tu le fais déplacer, par exemple, ici, si tous les dieux sont là, peu importe. Ou là, si jamais tu avais ton dieu à un endroit quelconque. Ce petit symbole ici de l'arme, c'est que tu vas faire pivoter d'un quart de tour, dans le sens horaire, le niveau intermédiaire. Donc tu fais ça. Et c'est là que c'est très important, parce que tu as une notion de verticalité qui se met en place. Le monde qui était sous Surt et sous L n'est plus le même qu'au début de la partie. Maintenant, sous L, tu as Midgard, alors qu'avant, tu avais le monde des créatures. Sous Surt, tu avais Nidavellir, alors que maintenant, c'est le monde des créatures qui est sous Surt, etc., etc. Je le remets comme ça, c'est plus facile pour moi. Ensuite, Loki, qu'est-ce qu'il fait quand on fait... Loki n'a pas fini. Et on active un Jotun. Quand on active Loki. Donc, je disais tout à l'heure, quand on active un Jotun, on prend la carte qui est là. On prend le meeple qui est ici. Le Jotun qui est là. Et on fait l'action qui est marquée ici. Dans le cas de Gérode, il y a un petit symbole qui est ici. Il va donc aller se positionner en Midgard et bloquer les actions que je pourrais faire en Midgard. Alors les actions Midgard, on y reviendra après, hein, je le répète. Hein. Là, je parle des effets des différents dieux, des différents dieux méchants. Donc ça, c'est l'activation de Loki. Elle, qu'est-ce qu'elle fait, elle? Elle, c'est assez simple, elle monte d'un étage. Donc Loki, lui, la partie s'arrête si jamais je n'ai plus de pions disponibles sur l'échelle qui est ici. Parce que j'ai plus de cartes qu'il n'y a de pions. Hein. Ce qui est normal, parce que des fois, les Jotun, tu vas pouvoir les tuer, les ramener là. Si jamais... Effectivement, je ne sais pas tout ce qui se passe quand la pioche est vide. Je pense qu'elle se remélange, à mon avis. Si jamais tu n'as plus de pions Jotun à piocher ici, quand Loki s'active, la partie est perdue. Parce que c'est une action que tu ne peux pas réaliser. La première action, Loki, il se déplace toujours. Là où tu es, c'est pas un souci. Et tourner l'arbre, ça, tu peux toujours le faire. Donc là, sinon, là, il n'y a pas de problème. Je dis ça parce que je pense à elle. Elle, son action, c'est de monter d'un niveau. Quand elle va s'activer, la déesse des enfers, tu la fais monter d'un niveau. Donc elle a du monde des morts, elle arrive au monde des créatures. Elle sera active du monde des créatures, elle arrive au monde de Van. Quand elle sera active du monde de Van, quand elle est tout en haut, elle ne peut plus monter. Donc la partie est perdue. Tout simplement parce qu'une fois qu'elle est arrivée en haut et qu'elle se réactive, elle ne peut plus monter encore d'un cran, donc la partie est perdue. Qu'est-ce qu'elle fait, elle, également? Après avoir monté. Donc tu le fais dans l'ordre. Elle monte d'un étage. Tu fais tourner l'arbre d'un quart de tour, comme tout à l'heure. Donc, tac, comme ça. Et en plus, le dieu qui a déclenché elle perd un point de vie. Ça, c'est pas cool. Mais évidemment, s'il s'agit de ton dernier point de vie perdu, eh bien, la partie s'arrête. Surt, qu'est-ce qu'il fait? On constate qu'il fait la même chose que elle. Au départ, il monte d'un étage. Donc Surt, il est là. Il monte d'un étage, il arrive ici. On fait tourner l'arbre. Et on va rajouter 2 géants de feu à son échelle de force. Donc Surt, par défaut, il a un point de vie. Mais quand tu fais ça, tu rajoutes 2 géants de feu à l'échelle de force de Surt. La première activation de Surt, il passe à 3 points de vie, le machin. Etc. etc. Nidhogg. Nidhogg, c'est assez simple. Nidhogg, c'est le serpent qui est ici. Nidhogg, il avance de 1 sur la piste
d'indication de fin de partie, de victoire. Et enfin, Fenrir. Alors Fenrir, il n'est pas cool, Fenrir. Qu'est-ce qu'il fait? Fenrir va se déplacer en Asgard. Donc il sort de sa geôle et il arrive en Asgard. Si Fenrir était déjà hors de sa geôle quand il est activé, on le laisse en Asgard, hein, mais le dieu actif, donc le dieu qui a déclenché la sortie de Fenrir, perd 3 points de vie. Donc autant te dire que Fenrir, il a tout intérêt à rester dans sa geôle ici. Hein. Et le tour du dieu se termine immédiatement. C'est-à-dire qu'en fait, tu ne vas pas pouvoir jouer parce que tu déclenches l'activation d'un dieu avant ton tour. Quand ça va être à toi de jouer, tu vas révéler ta carte, ou les cartes, et on va déclencher l'action du dieu, enfin l'action des cartes, si action il y a, et après tu vas pouvoir faire tes actions. Alors, les actions, je viendrai après, en termes d'action de jeu, de tes dieux. Mais sache que si Fenrir est activé, ton tour s'arrête immédiatement. Tu récupères ta carte et tu la mélanges avec les autres cartes. Donc les cartes, pareil, une fois que l'un dieu est activé, j'y reviendrai après. Et là, ce sont les différentes activations des différents dieux. Mais Fenrir, c'est bizarre. Fenrir, tu me dis, il a 1 point de vie. Enfin, la force de Fenrir, c'est équivalent à ça. Mais on n'a pas encore vu comment est-ce qu'on faisait enlever des geôles, des éléments de la geôle. Eh bien, c'est bien simple. Lorsqu'un dieu ennemi arrive sur un monde où il y a déjà un autre dieu, le monde est dit ravagé. C'est-à-dire que si on me dit que moi je suis ici, avec Endai, si on me dit que moi j'active Loki, pour une action de jeu, là, je tire mes cartes, j'active Loki, Loki il arrive ici. Oh non, qu'est-ce qui se passe? Loki et Jormungand sont dans le même monde. Le monde est donc ravagé. Un monde est ravagé, on retire un élément de la geôle, on le pose ici pour dire qu'il est ravagé, et son action est interdite. On ne peut plus faire l'action tant qu'on n'a pas soigné, tant qu'on n'a pas retiré cet élément-là. Et ça, c'est une action que peuvent faire nos dieux. On peut soigner l'arbre monde, mais ça nous coûte une action. J'expliquerai, ça coûte du coup, comme tu peux le voir ici, ça coûte des points de vie, a priori. Voilà. Et tant que ça c'est là, l'action de ce jeu, de ce monde n'est plus permise. Tu dois le guérir pour pouvoir ramener ça ici et faire en sorte que Fenrir, tac, du coup, perde en puissance, mais également que tu puisses refaire l'action d'ici. Donc quand un dieu ennemi arrive dans un monde où il y a déjà un autre dieu et que ce monde n'est pas ravagé, le monde devient ravagé. Quand un monde devient ravagé, donc on récupère un truc ici et on le positionne sur le monde en question et on ne peut plus faire l'action du monde. Ce qui est très pénalisant. Parce que les actions du monde, en fait, vous allez voir, je vais en parler donc maintenant juste après, c'est le cœur du jeu. Les combats, on va les faire après. On va maintenant passer au déroulement d'un tour de jeu. Alors, un tour de jeu, les tours se font de manière pas tout à fait simultanée, mais presque. Donc, vous voyez que chacun a un jeu de cartes. Et chaque carte correspond à un truc comme ça. Donc, chaque joueur a 6 cartes. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Au début d'un tour de jeu, chaque joueur va mettre face cachée devant au centre de la table les premières cartes, ici. C'est ce qu'on appelle révéler un ennemi. Donc quand tu vas révéler un ennemi, c'est une action qui est obligatoire. D'accord? Autant les autres actions sont facultatives. Un tour de jeu, c'est tu révèles un ennemi, tu déplaces ton dieu sur Yggdrasil et tu agis. Voilà. Le déplacement et l'action sont facultatifs, tu ne peux pas le faire, tu n'es pas obligé de le faire, pardon. Par contre, révéler l'ennemi est obligatoire. Quand tu as ces 3 cartes qui sont ici, les joueurs vont discuter entre eux qui va être le joueur à jouer en premier, à s'activer en premier. Thor, Heimdall, Odin, là, bon, voilà. Ça va dépendre, je sais pas, de la situation. Si jamais Heimdall il a besoin de s'activer en premier pour une raison de jeu que j'expliquerai après, voilà, c'est lui qui va choisir de s'activer en premier, etc., etc. Admettons que ce soit Heimdall qui décide de s'activer en premier. Tu retournes la carte de Heimdall et tu vois que c'est elle. Donc, elle, tu la prends et tu la mets ici, sur la roue, à la place de elle. Va s'en suivre, du coup, le tour de Heimdall.
Alors Endal, ben, du coup, qu'est-ce qu'il peut faire? Endal, qu'est-ce qu'il peut faire? Il peut se déplacer. Alors, je dis Endal, mais c'est valable pour n'importe quel dieu. Hein. Il peut se déplacer. Alors, tu peux te déplacer, tu as deux choix possibles de déplacement. Un choix vertical et un choix horizontal. Le choix vertical, c'est que Endal peut aller, donc s'il est n'importe où, remarque, hein, là ici, il peut aller sur n'importe quel monde dans la colonne dans laquelle il se trouve. Donc il peut aller ici, ou il peut aller ici. Si je suis ici, je peux également aller sur n'importe quel monde du disque sur lequel je me trouve. Je peux donc aller ici, ou je peux aller ici. Vous avez compris que si je suis là, je peux aller n'importe où ici. Si je suis là, je peux aller n'importe où ici. Si je suis là, je peux également faire cette colonne-là. Si je suis là, sur le monde des créatures, je peux aller aux enfers ou aller à Van, à Vanaheim. Ici, pareil, si je suis au monde de Nidavellir, je peux monter chez les elfes noirs. Et chez les gens du feu en bas, je peux descendre. Et je peux du coup je peux agir. Alors mon action, j'ai plusieurs possibilités. Je peux soit combattre, donc déclencher un combat, soit réaliser une action de jeu. Admettons que je sois là. Je vais décider de... Alors, c'est le principe est le même sur tous les mondes. Donc, je vais prendre cet exemple-là, parce que j'ai déjà un monstre ici. C'était le bon exemple. Je peux choisir, donc, soit combattre, donc combattre un ennemi ou un adversaire, présent sur le monde où je me trouve, soit faire l'action du monde dans lequel je me trouve. Alors, l'action de combattre, c'est là que ça devient assez important. L'action de combattre va nous permettre de combattre la créature ou le dieu qui est présent, ou les dieux qui sont présents sur le monde sur lequel je me trouve. Ici, j'ai Jormungand à combattre. Jormungand, il a une force de 3. Et quand je le bats, il se déplace sur l'île située à gauche de celle où il se trouve. Alors là, dans cet exemple-là, c'est pas très pertinent, parce qu'il n'y a pas d'autre île à gauche. Mais admettons qu'il soit ici, que ce soit en mode, attention, si l'ennemi se déplace encore à droite, la partie est perdue, Heimdall arrive vite ici pour le combattre. Et donc, il a une force de 3. Chaque combat est automatiquement gagné. C'est que je vais gagner, le combat, je le gagne forcément. Donc même s'il a une force de 3, le combat, je le gagne forcément. Par contre, chaque combat me fait prendre autant de risques que la force de mon adversaire. Et si je n'arrive pas à absorber, à prévenir les risques, je perds autant de points de vie. Il a une force de 3. C'est-à-dire que je vais prendre 3 risques. Les risques peuvent être absorbés par ces actions de dés. Quand je lance un dé, donc là, une force de 3, bon, moi, j'ai qu'un dé, donc du coup, c'est un petit peu con, mais je le tente. Je lance mon dé, et les résultats ronds, comme ça, ou ronds barrés sur les dés de vannes qui sont ici, me permettent de prévenir un risque. Donc, si jamais lui une force de 3, et que je le combats, que je fais ce résultat-là, je préviens un risque sur les 3. Ça fait qu'il reste 2 risques à prévenir. Ah, mais là je suis un petit peu embêté parce que les risques à prévenir, j'ai pas d'autres dés. Heimdall, il a rien qui lui permet de prévenir des risques ici. Donc du coup, je vais perdre 2 points de vie parce qu'il me reste 2 risques à prévenir. Voilà. Bon, j'ai fait ça, j'ai perdu 2 points de vie. Les points de vie vont dans un espèce de pot commun que tous les dieux se partagent. Après, parce que du coup, ils peuvent récupérer des points de vie dans ce pot commun-là. Sachant que ton dieu ne peut pas avoir plus de points de vie qu'il a au départ. Ils ont 7 points de vie, ils peuvent pas en avoir plus. Mais bon, j'ai réussi à vaincre Jormungand, donc il recule d'un cran ici. Voilà. Et c'est le même principe pour chacun des ennemis. Chacun des ennemis, quand je vais le vaincre, par exemple, Surt, qui est ici, le lieu de retraite, il revient dans son monde de feu. Donc si jamais je le tape, genre ici, je rappelle que si les deux sont là, le monde est ravagé, attention. Je le vainc, hop, il redescend ici. Elle, où qu'elle soit, si jamais j'arrive à la taper et la tuer, elle redescend là, donc en fonction de sa force, bien évidemment. Loki, il va dans la geôle. Donc Loki ne retourne pas ici. Loki, je le mets dans la geôle avec Fenrir.
Voilà. Fenrir, son hôtesse, c'est la geôle également. Jormungand, on l'a vu, il recule du Nil. Voilà. Donc tout ça est très bien indiqué tout ça est très bien indiqué dans le truc. Et les Jotun, si jamais je suis amené à tuer un Jotun, par exemple, là, je suis dans cette configuration-là, j'ai un Jotun qui est sur Jormungand, je dois d'abord tuer le Jotun d'une force de 2. Ben, je prends le Jotun et je le remets ici. Ce qui diminue la force de Loki au passage. Voilà pour les actions de combattre. Alors, l'action de combattre, tu as une façon de gagner des dés. Tu as une façon d'augmenter tes réussites, parce que là, tu vois bien que tu n'as qu'un seul dé. Au départ, c'est pas terrible. Eh bien, ça va être les différentes actions que tu vas pouvoir faire sur différents mondes vont te permettre de gagner des façons d'obtenir des dés. Tu te doutes bien que les dés de vanne qui sont là, tu vas les gagner. Les héros qui sont là, tu vas les gagner par une action du monde. Les elfes noirs qui sont là, tu vas les gagner par une action du monde. Pareil pour les cartes. Les cartes vont te permettre de taper peut-être plus fort. Les objets qui sont ici, de taper plus fort dans certaines conditions, etc. Et tu te doutes bien que ces trucs-là aussi vont te permettre de faire des actions un peu plus sympathiques. Donc, par exemple, Heimdall, il est là. Et il décide, donc il ne va pas combattre. Hein. Donc je récupère ses points de vie. Hein. Donc toi, on dit que tu es là, donc c'est le début du jeu. Heimdall, il attire elle. Elle, bon, bah, elle ne bouge pas, elle ne s'active pas, parce qu'elle ne s'active que lorsqu'il y a une seconde carte qui tombe de la même figure. C'est là qu'on va voir ça plus tard. Elle, qu'est-ce qu'il décide de faire? Il va faire l'action du monde sur lequel il peut faire l'action du monde sur lequel il est positionné. Par exemple, nous sommes en Asgard. L'action du monde, l'action risquée, c'est soigner l'arbre. C'est-à-dire qu'on va pouvoir récupérer un marqueur monde ravagé présent sur le monde de votre choix et le replace comme barreau autour de la geôle. Ce qui a pour effet de diminuer la force de Fenrir de 1. Pour cela, on doit prendre 3 risques. Deux risques, 6 bonus, 4 risques, 6 malus. Et c'est là que c'est intéressant. La notion de bonus et de malus pour les risques. Donc, Midgard a ce symbole-ci. Voilà. Là, ça te dit que tu peux retirer une geôle. En action classique, c'est 3 risques. En action bonus, c'est 2 risques. En action malus, c'est 4 risques. Alors, qu'est-ce que c'est cette notion de bonus-malus? Ben, c'est bien simple. C'est même excessivement simple, en fait. Une action est... Attendez, je trouve exactement le texte. Une action a un bonus si au moins un dieu est présent sur votre monde avec vous. Si, dans ce cas-là, par exemple, les actions ici sont forcément un bonus parce que j'ai au moins un dieu allié avec moi. Je serai tout seul ici. Je ferai une action sans bonus, une action normale, donc à 3 de risque. J'ai un autre dieu avec moi sur le monde, je fais une action bonus. En l'occurrence, l'action bonus qui est ici, l'action avec un bonus, ce n'est plus 3 de risque, c'est 2 de risque. Si un dieu ennemi est présent avec moi sur le monde, eh bien là, c'est une action avec malus que je dois réaliser. Donc dans l'exemple d'Asgard, le monde des dieux, c'est 4 risques qu'il va falloir que j'arrive à prévenir. Alors l'action va être forcément réalisée, mais je vais devoir prévenir 4 risques. Donc potentiellement perdre 4 points de vie si j'en préviens aucun. Si j'en préviens un, ben, je gagne 1 point de vie. Enfin, je ne perds que 3 points de vie, etc. etc. Hein, tu fais la différence. Et si un ennemi et un ou plusieurs dieux sont présents sur votre monde, ou si vous êtes seul, eh bien c'est une action normale, sans bonus ni malus. Si je suis comme ça, une action normale. Comme ça, action normale. À partir du moment où j'ai un ennemi avec moi, et un dieu allié, c'est une action normale. Si je suis seul, c'est une action normale. S'il n'y a pas d'ennemi et au moins un dieu, c'est une action bonus. Si j'ai un ennemi, mais pas de dieu, c'est une action de malus. C'est assez simple. Franchement, c'est assez simple à choper. Tu parles que si tu es avec un allié, bah, tu as une action de bonus. Si tu es avec un ennemi, tu as un malus. Et si tu as à la fois un ennemi et un allié, c'est une action normale. Si tu es seul, bien évidemment, c'est une action normale. Donc ça, c'était l'action de Midgard. Qu'est-ce qu'on a comme action ici? En haut. Je vais passer comme ça. Là, nous avons l'action du monde des Vannes, Vanaheim. L'action, je peux prendre jusqu'à 2 dés de vanne dans la réserve, 3 6 bonus et 1 6 malus, et je les place sur la fiche de votre dieu personnel. Donc là, typiquement, si
Heimdall arrive ici, il y a Loki qui est là. Bah donc je ne peux prendre qu'un dé de Van. Et je le mets sur ma feuille de personnage ici. Ça veut dire que maintenant, bah, du coup, j'ai ce dé-là et ce dé-là maintenant pour prévenir des risques. Tu as vu que cette action-là, prendre des dés, c'est sans risque. Hein. Tu peux prendre des dés, il n'y a pas de souci. Par contre, si jamais j'étais à 2 ici, avec Loki qui est là, bah, du coup, je prends 2 dés et pas un seul. Et si jamais Loki n'est pas présent, enfin Loki, je dis Loki parce qu'il est là, mais si un dieu ennemi n'est pas présent là, et que j'ai un allié avec moi, je prends 3 dés que je mets sur ma feuille de personnage ici. Ces dés, quand tu vas vouloir prévenir des risques, eh ben, tu vas le lancer en plus de ton dé de dieu. Tu vas faire ça. Et là, du coup, tout à l'heure, j'étais comme ça, je prévenais qu'un risque. Maintenant, je préviens 2 risques quand je vais avoir fait action pour prévenir un risque. Au détail près que les dés de Van ont ce petit symbole de croix là-dessus, comme ça. Et quand tu fais ce symbole-là, ce dé est malheureusement défaussé et revient de la réserve des dés de Van ici. En haut, voilà. Donc les dés de Van, tu peux les perdre. Ça te fait des dés en plus à lancer pour prévenir des risques, mais ce sont des dés que tu peux perdre. Le monde des elfes, qui est ici. Le monde des elfes, ben, quand tu vas te mettre dessus, c'est Alfheim, tu vas prendre jusqu'à 2 pions elfes dessus, et tu les mets sur ta feuille de dieu. 3 pions elfes, c'est tu as un bonus. 1 pion elfe, c'est tu as un malus. Mais ok, mais qu'est-ce que me permettent les pions elfes? Et bien les pions elfes, tout simplement, quand tu as un pion elfe qui est ici, sur ta feuille de dieu, et que tu obtiens un résultat qui n'est pas un succès, donc une barre, ou un vide, ou 3 barres, enfin voilà, tout ce qui n'est pas un succès, tu prends ton elfe et tu le mets sur ton dé. Et automatiquement, ce dé devient une réussite. Il y a un truc que... Tu peux également mettre ça, si tu obtiens ce résultat-là, ici. Et c'est que tu transformes ton échec et le fait de défausser ton dé en une réussite. Pour chaque elfe que tu as utilisé, l'elfe, il revient au monde des elfes. Par contre, ton dé, tu le gardes, du coup, parce que ça a été transformé en réussite. Donc au prochain tour, tu auras ça. Si tu veux absolument garder ton dé et que tu es comme ça, rien ne t'empêche de faire ça. Là, c'est une réussite et le dé s'en va. Mais là, tu es comme ça, donc ça fait une réussite, mais tu gardes le dé. Forcément très pertinent, mais ouais, c'est une action possible. L'autre façon de prévenir des risques, c'est d'utiliser des héros. Alors les héros, donc on a fait toutes les actions qui étaient sur ce monde-là, on va passer à ce monde ici. Le monde là, le monde des hommes, Midgard. L'action, c'est de prendre 2 héros dans la réserve de Midgard. 3 à 6 bonus, 1 6 malus, et on les place au Valhalla en Asgard. Donc si mon héros Heimdall est ici, alors vous voyez que là, Jormungand est constamment ici. Donc tu n'auras jamais d'action bonus. Alors, en tout cas, en mode classique. Peut-être qu'en mode campagne, tu as peut-être une façon de faire en sorte que lui ne compte pas. Mais en tout cas, en mode classique, tu n'auras jamais d'action bonus, parce qu'il y a toujours un dieu ici. Donc là, je suis en malus. En malus, je prends un pion héros. En bonus, en normal, je prends 2 pions héros. En bonus, 3 pions héros. Si je suis dans ce cas-là, je prends 2 pions, je monte ici. Et je les monte là. Et ces pions héros, qu'est-ce qu'ils vont permettre de faire? Ces pions héros, je vais pouvoir les utiliser, les consommer. Donc, vous voyez qu'ils ne vont pas sur la piste, ils ne vont pas sur la feuille du dieu en question. Hein. Ils vont en Asgard. Donc, ces héros, je peux m'en servir pour prévenir des risques sans avoir lancé les dés. Si jamais Loki a une force de 2, j'ai pas envie de lancer des dés parce que j'ai qu'un dé et je le sens pas, pour une raison ou pour une autre, et que j'ai 2 héros ici, je dis, ben, mes 2 héros, je m'en sers pour prévenir les 2 risques, pour taper sur Loki, par exemple, qui est ici, avec Odin. Du coup, imaginons que Loki ait 2 points de vie, hop, il va dans la jauge directement. Voilà. Et les héros reviennent ici. Donc les héros vont nous permettre de ne pas lancer les dés dans le cas où on a envie de prévenir des risques. Voilà. Donc c'est important d'avoir un maximum de héros ici
pour justement pouvoir faire en sorte que on n'ait pas à lancer les dés. Nous avons le monde des nains, Nidavellir, qui est ici. L'action bonus, c'est de prendre la carte artefact dessus. Donc la première qui est devant nous. Si l'action normale, je le prends dans l'un des distributeurs de gauche. Dans l'un des 3 distributeurs, c'est bonus. Et dans celui de gauche, c'est malus. Si malus, c'est ici. Normal, là, là. Et 1, 2, 3, 6 bonus. Hop, parce que dans cette coupure. Je me rends compte que c'est quand même plus facile de tourner le truc pour ça, voilà, pour voir un peu. Voilà, donc je disais, en cas de bonus, tu prends n'importe où. En cas de malus, tu prends ici. En cas de normal, tu prends là ou là. Tu prends la première. Voilà. C'est pour ça qu'il y a le nom qui est indiqué, ça te permet de voir un petit peu ce que tu vas prendre. Et si tu cherches quelque chose de particulier, d'aller filtrer un petit peu les cartes jusqu'à ce que tu obtiennes celle que tu cherches. Ça, c'était Nidavellir. Donc la carte, l'artefact, tu la mets sur ta feuille de dieu. Elle t'appartient et tu bénéficies de son pouvoir jusqu'à la fin de la partie. Sauf si le Jotun Trim est actif. Si tu as un Jotun, le Trim c'est son nom, mais si ce qui est là, positionné là, oula, c'est la fin du monde. Ça veut dire que tu ne peux plus utiliser tes cartes artefacts. Tant que lui est ici, tu n'as plus le droit d'utiliser tes cartes artefacts. Donc du coup, si tu as beaucoup de cartes artefacts, tu as tout intérêt d'aller lui péter la tête à celui-là, celui qui est là, pour pouvoir justement que tes cartes artefacts soient de nouveau actives. Tu comprends du coup les différents trucs ici. Là, tu ne peux plus utiliser d'elfe. Là, tu ne peux plus utiliser de héros. Là, tu ne peux plus lancer ton dé. Là, tu ne peux plus lancer de dé de vanne. Ce qui est très 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 compliqué du coup à gérer. Ça, c'était pour Nidavellir. Ensuite, nous avons le monde des créatures, qui est ici. Hop là. Les créatures de la nuit, Svartalfheim. En action normale, tu pioches 2 cartes. En action bonus, 3 cartes. En action malus, une seule carte. Tu pioches donc des cartes. Tu choisis les cartes, la carte qui t'intéresse, et tu défausses les autres cartes. Donc, tu pioches 3 cartes, tu regardes laquelle t'intéresse dans le cas présent, et les autres, tu les défausses. Tu pioches 2 cartes si c'est normal, une carte si c'est malus, etc., etc. Ça te permet, donc ces cartes-là, tu as des notions d'attaque, tu peux transférer des objets d'un dieu à l'autre, ce qui n'est pas le cas normalement, tu peux te soigner, etc., etc. Voici les 3 actions possibles pour cet étage-là. Et enfin, pour le dernier étage, l'action possible pour, donc du coup, ici, donc là c'est Jotunheim, le monde des Jotun, c'est de lancer ces fameuses pierres runiques. En mode normal, tu lances la blanche et la verte. En mode bonus, tu lances les 3 pierres runiques. En mode malus, tu lances que la blanche. Alors elles font différentes actions, du coup tu fais l'action qui s'applique. Hop, tu la lances, tu fais ça. Ça, qu'est-ce que c'est? Tu déplaces librement la silhouette d'un dieu, du tien ou d'un autre, sans respecter les règles de déplacement normales. C'est que tu téléportes un dieu où tu veux, que ce soit toi ou pas. Là, tu fais pivoter l'arbre. Pivoter l'arbre. Tu récupères un point de vie. Déplacement d'un dieu. Et le A, tu peux faire l'action normale d'un monde de ton choix. Ce peut être un monde où tu ne te trouves pas. Si le monde choisi est ravagé, la seule action possible est le soin. Voilà. Le soin, j'expliquerai ça après lorsqu'on fera... Ben on l'a déjà expliqué lorsque... Non, c'est pas une action de soin. Non, 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 ça c'est pour retirer un marqueur de monde ravagé présent sur le monde de votre choix. Ça c'est l'action d'Asgard, ça. Voilà. Mais tu as une action de soin aussi que tu peux faire sur un monde qui est ravagé sans forcément être sur Asgard. Ça, c'est l'action de Jotunheim. Tu as l'action de... Il m'en manque 2, ils sont derrière moi. Du monde du feu et du monde des morts. Le monde de feu qui est ici, ben, l'action, c'est de retirer 3 géants de feu de l'échelle de force, qui est là. Donc tu peux retirer 3 géants de feu. Pour ça, ça te fait prendre 2 risques. Un risque en mode bonus,
3 risques en mode malus. Voilà, donc à toi d'essayer de prévenir les risques. Hein. Si lui il vient trop fort, tu vas en retirer 3 d'un coup. C'est quand même pas mal, 3 d'un coup. Par contre, ça te coûte 2 risques en mode normal. Un risque en bonus et 3 risques en malus. Niflheim, le monde des morts, c'est à peu près le même principe. Tu vas retirer jusqu'à 3 pions anonymes de l'échelle de force de L pour les ramener en Midgard. Ça te coûte 2 risques, 1 6 bonus, 3 6 malus. Quand ton monde est ravagé, tu as une action dessus. Tu ne peux plus faire l'action du monde. Hein. Tu es obligé de faire, enfin, quand tu es là, hop, on va noter comme ça. Voilà. La seule action possible, c'est de soigner l'arbre. Pour soigner l'arbre, tu perds 2 points de vie et tu remplaces le marqueur ravagé. C'est ta seule action possible. Tu perds 2 points de vie. On a vu que l'action d'Asgard permettait lui aussi d'ôter un pion marqueur ravagé, mais à distance. Donc là, tu es obligé d'être sur la zone pour le retirer. Quand tu es en Asgard, tu peux le retirer d'où tu veux. Et il est important de noter que retirer un jeton ravagé d'un monde dans lequel il y a déjà 2 dieux ennemis, par exemple dans ce cas de figure-là, si Heimdall décide de retirer ça, il perd 2 points de vie, c'est pas très pertinent, parce qu'il est automatiquement de nouveau ravagé. Pourquoi? Parce que nous avons 2 dieux ennemis sur le même monde, donc automatiquement il redevient ravagé. Donc c'est un petit peu con-con. Donc on a vu les notions de risque, on a vu les notions de combat et d'action. Donc tout ça, c'était donc le tour de Heimdall. Donc Heimdall, il s'est déplacé, il a fait son action, etc., etc. Donc là, par exemple, si Heimdall est arrivé là, oh punaise. Par contre, voilà, c'est un peu le problème, c'est que tu mets une pété au truc, tout se casse la margoulette. Heimdall est arrivé là, il a fait son action, c'est une action malus. Alors les actions, tu les retrouves ici, mais en type iconique. Donc là, c'est Midgard, tu cherches Midgard qui est ici, Midgard il est là. Là, tu fais élever en malus 1 héros, en bonus 2, non, normal 2 et en bonus 3. Donc là, Heimdall est là, il est en malus, donc il fait 1 héros, il l'amène ici. Voilà, c'est l'action qu'il voulait faire. Heimdall a fini son tour de jeu. Maintenant, on va choisir entre qui de Thor ou de Odin va jouer. On dit que c'est Thor. Thor, voilà. Il retourne, il tire Fenrir. Fenrir, tu le mets là. Fenrir ne s'active pas. Odin fait sa petite affaire, hein, il fait son tour de jeu, etc. Il se déplace, il fait une action, il va combattre, voilà, peu importe. Odin, il tire Surt. Surt, il arrive là. Odin, même principe. Il est là, il fait des actions de jeu, etc. Il va se déplacer, il va taper Loki, peu importe, il fait derrière. Il vit sa vie. Plus de cartes ici. Chaque héros retire 3 cartes. Et on est parti pour un tour de jeu. On va dire que c'est Thor qui rejoint en premier. Thor, Surt. Qu'est-ce qu'on voit? On voit qu'il y a déjà un autre Surt ici. Ça veut dire que quand c'est comme ça, nous allons activer Surt. Surt, il va monter d'un cran, faire tourner l'arbre, rajouter 2 géants de feu sur sa force de puissance. Monter d'un cran, faire tourner l'arbre, donc là je ne fais pas, parce que voilà, faire tourner l'arbre là, et rajouter 2 ici sur l'action de puissance, sur sa force de puissance. À partir de là, c'est Thor qui a joué. Thor fait son action de jeu. Donc, il peut, donc vu qu'il est là, bah, lui, il descend. Enfin, voilà, il fait des actions comme décrit tout à l'heure. Hein, il se déplace verticalement, horizontalement. Il combat, il fait l'action ou l'action du monde sur lequel il est, etc. Les 2 cartes qui sont là, on les prend. Et on les remet sous la pile correspondante. Donc là, c'est Odin. Donc, on la met sous la pile de Odin. Et là, c'est Thor. On la met sous la pile de Thor. Ça veut dire que si tu as une bonne mémoire, tu vas savoir dans quel ordre vont s'activer les dieux. La seule particularité, alors je ne sais pas si je vais la voir là, donc là tu as Loki, tu as 2 fois Loki, bon, Loki, tu fais typiquement dans ce cas-là, Odin active Loki, Heimdall active Loki, hop, c'est Loki, enfin, Odin tire Loki, il ne se passe rien parce que Loki est tout seul ici. Ensuite là, tu as Heimdall qui active Loki, hop, tu actives Loki, etc.
Le seul feinte, c'est quand tu vas... c'est qui est là? C'est Thor. C'est quand tu vas hop, là, activer Fenrir. C'est là que je veux voir. Je vais vous montrer ça. J'ai dit que quand on activait Fenrir, le tour du dieu actif, donc là en l'occurrence c'est Odin qui a tiré la seconde carte Fenrir, donc là la première carte c'est les Thor, c'est Odin qui tire la seconde carte Fenrir. Fenrir s'active, alors en fonction d'où il est, il se passe des trucs pas rigolotes, il est dans sa geôle, il arrive ici, s'il y a un autre dieu là, c'est ravagé, s'il était déjà sorti, ben, le dieu actif, en l'occurrence Odin perd 3 points de vie, voilà, etc. Et son tour s'arrête tout de suite à Odin, il ne peut plus jouer. Les cartes, qu'est-ce qu'on en fait? La première carte qui était posée, celle de Thor, elle va sous le paquet de Thor. Ça ne bouge pas. Par contre, celle qui est activée Fenrir, on la prend et on la mélange dans le paquet du dieu en question. Du coup, tout ton ordre que tu avais pu... comment dire planifier en disant voilà, donc lui s'active, ce dieu-là s'active après, ben, c'est foutu en l'air par l'activation de Fenrir qui fait en sorte que ben, tout se mélange. Voilà. Alors pas tout se mélange, là je mélange, mais que le pile du dieu qui a activé Fenrir se mélange. Donc si c'était Thor, ben, je remélangeais la carte de Thor, etc., etc. Et je pense qu'on a fait le tour des règles pour ce Yggdrasil Chronicle. Quand tu actives Nidhogg, ben, il se déplace, et etc., etc. Donc je pense que le mieux c'est de faire une petite partie, je pense avoir fait le tour. La partie s'arrête bien évidemment lorsque Nidhogg arrive ici, ou lorsqu'un dieu ne peut pas faire son action, comme j'ai dit tout à l'heure. Hein. Si jamais, je sais pas, lui il est amené à mettre des géants de feu, mais qui ne peut plus en mettre, et la partie s'arrête, etc., etc. Donc il y a un mode 2 joueurs et un mode solo. Alors voilà pourquoi j'en parle que maintenant. Parce que je ne suis pas forcément fan de ce mode de solo et de ce mode de joueur. En fait, tu joues forcément avec 3-2, avec 3 dieux, je vais y arriver. En 2 joueurs, tu prends un dieu au hasard qui sera ton dieu de soutien. Ce dieu de soutien, il a 5 points de vie. Il a sa figurine qui est en Asgard. Chaque joueur prend au hasard 3 cartes ennemies du paquet de soutien et les mélange à son propre paquet ennemi. C'est-à-dire qu'au lieu d'avoir 6 cartes ici, tu en as 9. Ça, c'est pour faire le dieu de soutien. La carte du dieu de soutien. Quand tu joues en solo, tu as droit à 2 dieux de soutien que tu mets en Asgard. Tu prends 2 fiches de dieux qui ont 5 points de vie, attention. Donc toi, en solo, tu as 9 points de vie, tes 2 de soutien ont 5 points de vie. Tu mélanges les cartes ennemies avec celles des 2 dieux de soutien pour former un paquet, donc du coup de 18 cartes. Parce que tu auras ton paquet à toi et celle des 2 dieux de soutien. Voilà. Et c'est là qu'il y a des règles spéciales que je ne suis pas forcément fan du truc. Quand tu joues à 2, si l'une des 2 cartes est celle du dieu de soutien, quand tu actives un ennemi, donc celle-ci est redonnée au dieu à qui n'appartient pas l'autre carte de l'ennemi. Ainsi, les cartes ennemies d'un dieu de soutien voyagent entre les paquets. Voilà, donc ça te permet tout le monde a toujours 9 cartes, tout le monde a 9 cartes dans son paquet à chaque fois, et la carte qui a activé le dieu va à l'autre dieu, quand tu joues à 2. La carte activant l'ennemi, donc c'est-à-dire la seconde carte sur l'ennemi qui a été retournée, s'il appartient au dieu de soutien, tu peux déplacer le dieu de soutien sur l'arbre en suivant les règles de déplacement appliquées. En suivant les règles de déplacement qui sont appliquées normalement. Voilà, appliquées normalement. C'est vrai que ton dieu de soutien, en fait, il va, grosso modo, ton dieu de soutien ne va pas jouer à tous les tours, il va uniquement te permettre de faire des actions bonus ou au moins d'atténuer la présence d'un dieu ennemi sur une zone. Voilà. C'est tout ce que te permet de faire ton dieu de soutien. Quand tu es 1, c'est le même principe. Quand un ennemi est activé, les 2 cartes restent ici par contre, et c'est quand une troisième carte quand une troisième carte est mise dessus que tu remélanges. Voilà. Enfin, tu mélanges, que tu redistribues les cartes. Donc c'est ce mode solo-là qui n'est pas forcément très clair, et en tout cas pour moi, et je n'affectionne pas forcément le fait que le dieu de soutien ne serve qu'à se déplacer. C'est excessivement contraignant. Il peut que se déplacer, il ne fait pas d'action. Je crois qu'il peut même pas tanker. Il a des points de vie, mais je ne sais pas à quoi ils servent ces points de vie, ou alors je n'ai pas compris les règles.
Parce qu'en fait, quand tu parles, quand tu joues solo, tu es toujours le dieu actif. Les autres sont les dieux de soutien. Donc quand on dit qu'un dieu perd des points de vie, ben, c'est le dieu actif. Par exemple, dans le cas de Fenrir, si Fenrir est là, donc tu es toujours le dieu actif, hein, tu joues tout seul, tu es dieu actif, les autres sont les dieux de soutien, et ben, quand Fenrir sort, et ben, il t'inflige 3 points de dégâts. À toi. Et pas aux autres dieux qui ont 5 points de vie. Donc je pense que j'ai raté quelque chose à ce niveau-là. Mais voilà, c'est pour ça que ce mode solo, j'ai essayé plusieurs fois. Ça me plaît pas. Moi, ce qui me plaît vachement plus, c'est de jouer quand même avec le mode, voilà, mode à 3 joueurs. Ça se joue très bien comme ça, pas de problème. Sauf qu'en plus, après, plus tu vas avancer, plus tu vas prendre de l'aisance avec le jeu, tu vas pouvoir jouer avec les compétences des dieux, et surtout après, ils vont avoir des affinités entre eux, ce que tu n'auras pas forcément avec les dieux de soutien. C'est que Odin va être en affinité avec tous les autres dieux, Heimdall et Thor vont peut-être être copains, s'ils sont ensemble, ils vont faire des actions en plus. Enfin voilà, il y a toute une notion supplémentaire qui se crée par rapport à ça. Voilà. Écoutez, je pense qu'on a fait le tour des règles. C'était pas nécessaire, mais important quand même d'en parler, de façon à comprendre les mécaniques du jeu qui sont assez simples. Voilà, tu pioches les cartes, hein, tu les retournes dans l'ordre que tu veux, enfin dans l'ordre que tu vas activer tes dieux, tu les mets sur la roue, tu fais l'action du dieu ennemi s'il se déclenche, s'il y a 2 cartes, il se déclenche. Ton action, tu te déplaces, après tu combats ou tu fais l'action du monde, peu importe, voilà. Le but du jeu étant d'éviter que le monde arbre soit détruit, à savoir qu'une action d'un dieu soit absolue à faire. Si elle est déjà tout en haut, ben, tu as tout intérêt à venir lui taper la tête. Pareil pour Surt. Pareil pour Jormungand, s'il est déjà arrivé au bout ici, bah, tu as tout intérêt à dire « Oh là là, c'est la merde, il faut absolument que je le tape pour qu'il fasse demi-tour et qu'il recule un petit peu. » Voilà. Mais c'était important, je pense, quand même de parler des règles de ce jeu, de façon à bien cerner un peu les mouvements qui vont être faits durant la partie, qui va suivre là, juste après d'ailleurs. Voilà, mais écoutez, enfin juste après, je pense peut-être pas aujourd'hui, mais demain en tout cas. Au moment où vous allez voir la vidéo, voilà, la vidéo dure quand même une petite heure et quart, 1h30, je pense que ça suffit hein, pour une première vidéo. Vu que j'espace les vidéos de maintenant de 3 jours, ça me permet du coup d'intégrer cette vidéo dans les jours que j'ai laissés entre 2 vidéos de gameplay. Voilà, normalement tous les 3 jours c'est une vidéo de gameplay, et du coup ça me permet de mettre une vidéo règle, hop, au milieu de ces 3 jours de ces 2 jours de latence, voilà, comme je fais avec les vidéos nostalgie, avec des petites vidéos de petits jeux qui durent voilà, pas longtemps, une petite demi-heure, ma vidéo Kickstarter, etc., etc. Voilà, je les intègre là-dedans. Là, c'est pareil, cette vidéo-là sera intégrée dans mon délai de 3 jours d'espacement entre chaque vidéo de gameplay. Voilà, bah écoutez, moi, je vous fais des gros bisous. Je vous dis à tout à l'heure ou à plus tard, à demain, pour la partie. Donc, on joue en mode facile. Pour bien comprendre le jeu. Après, pourquoi pas plus tard faire une partie en mode plus difficile, sachant que là, tu vois, quand il se déplace, il fait rien de méchant, il fait que se déplacer. Par contre, quand il sera en mode difficile, regardez bien, hop, il arrive là, il va activer à la fois Loki et Jormungand. Loki, elle, Loki, Surt, avant d'arriver ici. Donc du challenge ici, en mode difficile, hein, c'est ça. Voilà. Déjà que le mode facile n'est pas forcément évident. Voilà, il y a moyen de faire des trucs très sympathiques. Voilà. Donc j'espère que je vais arriver à filmer tout ça, parce que c'est vrai que cette notion de verticalité est très intéressante en termes de gameplay, mais pour filmer, c'est pas évident. Est-ce que je me mets debout ou pas, je verrai ça plus tard. Voilà. Écoutez, je vous dis à plus tard, donc bisous. Alors, abonnez-vous, partagez, likez, pouce en l'air, pouce en bas, n'hésitez pas. Ça fait toujours plaisir. Je rappelle que le Discord est bien évidemment ouvert. Hein. N'hésitez pas également à venir faire un petit coucou, même si on n'est pas bien nombreux pour l'instant. Parce que c'est un truc qui débute et puis voilà, c'est un moyen de communication entre nous. Ça peut être sympa pour échanger, discuter, plutôt que par les commentaires, passons par le Discord pour échanger. Voilà, allez, je vous dis à plus tard pour la partie. Salut, salut!